Les premières images dont je me souviens, c'est ce poster au-dessus de mon lit. Je le regardais tous les soirs avant de m'endormir. Mon père vendait des comics underground. Je l'ai toujours vu comme une sorte de Zelig de la contre-culture. Il a peint avec Andy Warhol dans son atelier, il a été le coloc de Lou Reed et il a connu Robert Crumb et des artistes majeurs de sa génération. J'ai grandi entouré d'images assez démentes. J'adorais me plonger dans ce tableau. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Il a été peint vers 1500. Et quand on observe ce triptyque avec attention, les panneaux racontent une histoire. Sur le premier, on a Adam et Ève dans le jardin d'Éden, des oiseaux qui s'envolent dans le ciel, des éléphants, des girafes et beaucoup d'iconographie religieuse. C'est sur le deuxième que ça commence à être intéressant. Les péchés mortels s'insinuent dans le tableau. Il y a la surpopulation, la débauche et les excès. Le dernier panneau est le plus cauchemardesque, surtout aux yeux d'un enfant. Le paysage est torturé et ravagé. Le paradis a été souillé et détruit. Sans le savoir, l'homme change le climat à cause des déchets de sa civilisation. La combustion du charbon, du pétrole et du bois libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'effet de serre a été détecté et il modifie notre climat. Et que fait la température? Elle monte. Le changement climatique est à nos portes. C'est officiel, 2012 a été l'année la plus chaude. 2013, 2014, 2015, année la plus chaude jamais enregistrée. Ces activités ont chassé l'humanité du Jardin d'Éden. Bonjour, Monsieur DiCaprio, enchanté. enchanté de vous rencontrer. On peut bouger le pupitre pour l'ajuster. En fonction de la taille. Comme ça. Petit ou grand dirigeant. Selon vous, quel est le message le plus important? Les changements climatiques arrivent plus vite qu'on ne le pensait. Nous assistons à des phénomènes météorologiques extrêmes. Si on considère l'immensité de l'univers, la planète Terre n'est qu'un tout petit bateau. Et s'il coule, nous sombrerons tous ensemble. Je sais qu'il est très engagé dans la cause de l'environnement. Et c'est pour cela que je compte sur votre pouvoir d'influence et votre vision. Merci d'accueillir le tout nouveau messager de la paix des Nations Unies, Monsieur Leonardo DiCaprio. Merci, monsieur le secrétaire général, vos excellences. J'ai eu l'immense honneur d'être choisi comme messager de la paix des Nations Unies sur le changement climatique. Je ne suis pas devant vous en tant qu'expert. Je veux faire tout mon possible pour en savoir plus et voir par moi-même ce qui se passe et en quoi on peut agir. Mais tout semble déjà hors de contrôle. Mon métier d'acteur consiste à faire semblant. Je joue des personnages fictifs, confrontés à des problèmes imaginaires. Et c'est comme ça que l'humanité a considéré le changement climatique. Chaque jour, on est assailli de nouvelles catastrophiques sur l'environnement. Et le problème semble s'aggraver. Dès que vous commencez à évoquer le changement climatique, les gens décrochent. Si l'ONU savait ce que je ressens, à quel point je suis pessimiste sur notre avenir, sincèrement,
Je me demande s'ils ont choisi la bonne personne. Des centaines de milliers de manifestants sont dans les rues de New York pour exiger des actes contre le changement climatique. Le secrétaire général Ban Ki-moon a qualifié Léo de voix crédible dans le mouvement écologique, comme si le cannibale Jeffrey Dahmer était crédible en matière de ragoût. Leonardo DiCaprio est naïvement tombé dans le panneau du réchauffement climatique. Le pseudo-réchauffement climatique. Pour éclairer les dirigeants mondiaux sur la crise imaginaire du changement climatique, qui mieux qu'un acteur hollywoodien sans aucune formation scientifique? Bonjour, ça va? Bonjour. Enchanté. Salut, ça va? Salut, content de te voir. Moi aussi. J'ai commencé à travailler sur mon prochain film, qui se passe sur la frontière ouest des États-Unis, au début du 19e siècle. C'est l'aube de la révolution industrielle. Ça parle des hommes qui pillent la nature, exterminent des espèces et détruisent des cultures entières. C'est des crânes de bison. Alejandro, c'est dingue. C'est des trappeurs? Ou des marchands de crânes? Ils vendaient les crânes. C'est la honte, hein? C'est dément. Le pire, c'est qu'ils ne se sont jamais dit qu'ils allaient exterminer tous ces animaux, que c'était pas tenable. C'est dingue. Si tu peux mettre ça dans le film, ça serait génial. Je te lance le défi. D'accord. Je n'ai pas grandi au milieu de la nature. Je vivais dans le centre de Los Angeles. Pour m'évader, le week-end, j'allais au muséum d'histoire naturelle. Tout petit, je me suis passionné pour les espèces éteintes. Tous ces animaux, comme le dodo, la tourte voyageuse qui était l'oiseau le plus répandu au monde, le tigre de Tasmanie qu'on appelle aussi thylacine, le grand pingouin, le quagga et le moa. Je me souviens de ma colère en lisant les histoires de ces explorateurs et de ces colons qui avaient rayé de la carte des espèces entières et, ce faisant, détruit à jamais des écosystèmes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on le fait en toute connaissance de cause. Et à bien plus grande échelle. Si on veut combattre le réchauffement climatique efficacement, il faut commencer par reconnaître que notre économie est presque entièrement basée sur les énergies fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Nos transports dépendent en majeure partie du pétrole. Notre électricité, du charbon et du gaz naturel. Et depuis le début du XXIe siècle, pour répondre à notre dépendance envers les énergies fossiles, on se tourne vers de nouvelles sources dangereuses et extrêmes. On décapite des montagnes pour extraire du charbon. On a la fracturation hydraulique pour le gaz naturel. Les forages offshore pour le pétrole. Et les sables bitumineux, la méthode la plus destructrice pour produire des énergies fossiles. Elles rasent d'immenses forêts et empoisonnent tous les cours d'eau. Ça a un impact gravissime sur la vie sauvage et les habitants et consomme d'immenses quantités d'énergie juste pour remplir nos réservoirs d'essence. Les énergies fossiles propres, ça n'existe pas. Les écouteurs sont à l'arrière. Le bouton pour le volume est au-dessus du micro. Qui a déboisé tout ça? Il y a une entreprise forestière en ville. Quand les gens ont besoin d'abattre des arbres pour construire quelque chose, il y a une scierie qui s'occupe du bois. Avant, tout ça, c'était une forêt boréale.
Ça a commencé à petite échelle dans la deuxième moitié des années 60. Rien à voir avec aujourd'hui. Maintenant, on produit chaque jour environ 350 000 barils de pétrole brut de synthèse sur ce site. Il y a 2 autres sites. Il y a aussi Exxon qui a récemment ouvert une nouvelle mine. Et aussi Shell. Les zones noires, c'est les sables bitumineux? Oui, on voit à leur couleur qu'ils contiennent du pétrole. Le processus consiste à extraire le pétrole qui se trouve dans le sable. On injecte de la vapeur dans le sous-sol et quand il se réchauffe, le pétrole coule du sable et on le récupère. On dirait le Mordor. Pardon? Le Mordor, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est une opération massive, inimaginable. C'est juste notre site minier. Ensuite, on a les opérations d'extraction et de transformation. Tout se passe à environ 70 km d'ici. Les sites sont reliés par des pipelines. La vérité, c'est que plus je creuse la question, et plus je découvre les causes du problème, plus je réalise mon ignorance. Je n'y connais vraiment rien. La première fois que j'ai entendu le terme réchauffement de la planète, comme on disait à l'époque, j'avais une petite vingtaine d'années. J'avais eu l'occasion de rencontrer le vice-président Al Gore à la Maison-Blanche. Il avait dessiné la Terre sur un tableau noir et l'atmosphère tout autour. Avant d'ajouter, c'est le plus grave problème de notre temps. Je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Il a expliqué que tous nos moyens de transport, les bateaux, les trains, les avions et les voitures, et la manière dont on produisait notre nourriture et dont on construisait nos villes, presque toutes nos activités, émettaient du dioxyde de carbone, du CO2, et que ça modifiait le climat. Les calottes au niveau des pôles allaient fondre. Le niveau des mers allait monter, et il y aurait plus de phénomènes météo dangereux, d'inondations, de sécheresse et de feux de forêt. Un film de science-fiction apocalyptique. Sauf que tout ce qu'il a dit est devenu réel et se déroule sous nos yeux. Waouh, magnifique. Je me demande quelle est la gravité de la situation. À quel point on a fait des dégâts. Et si on peut encore inverser la tendance. T'es prêt? C'est le 4 juillet et on est au milieu de l'Arctique. On est sur l'océan. On marche littéralement sur l'eau. C'est la pointe nord de l'île de Baffin, sur l'une des centaines d'îles du Haut-Arctique canadien. On est au nord du cercle polaire. Si tu mets la main dans l'eau, tu ne tiendras pas plus de 5 minutes. Pas vous, mais vous êtes un dur à cuire. Vous chassez et pêchez ici? Oui. Qu'est-ce que vous attrapez? Sur mon territoire, j'ai des poissons, des phoques, des narvals et des ours polaires. Ça, c'est de l'ours polaire. Oui. Waouh! D'accord. Et la glace, vous l'avez vu reculer de votre vivant? Avant, on avait une glace dense et bleue. Pas bleu clair comme maintenant. Très bleu et dur. Maintenant, elle est plutôt molle. C'est toujours de la glace, mais dès que la fonte commence, ça va très vite. Beaucoup plus vite qu'avant. En 2040, on pourra atteindre le pôle Nord en bateau. Il n'y aura plus de banquise dans l'océan Arctique en été. On brûle tellement d'énergie fossile que la glace fond. L'Arctique, c'est le système de climatisation de l'hémisphère nord. S'il ne gèle plus, ça modifie les courants et les conditions météorologiques. Il y aura des inondations et des sécheresses plus catastrophiques. Il n'y a jamais eu de transformation aussi radicale de tout un environnement. Regarde ça.
Ils sont tout près. Il y a entre 10 et 12 000 narvals dans la région. Les chiffres sont stables ici, mais ailleurs, ils déclinent. C'est génial. Ils attendent que la glace s'ouvre pour chasser plus loin. J'adore le bruit qu'ils font. C'est super. On dirait qu'ils ronronnent. Je ne veux pas vivre sur une planète où ils auraient disparu. Quand j'avais 25 ans, en 2000, j'ai été invité à participer à un événement majeur à Washington, la Journée de la Terre. Les températures augmentent, les récifs coralliens meurent, et depuis qu'une météorite a heurté la Terre il y a 65 millions d'années, jamais autant d'espèces végétales et animales ne se sont éteintes en si peu de temps. J'ai même eu la chance d'interviewer le président des États-Unis. Pourquoi pensez-vous que ce problème est passé sous silence ? À mon avis, c'est parce que le climat met beaucoup de temps à changer de manière perceptible. Du coup, ça semble encore très abstrait. À l'époque, il y avait une vaste campagne pour alerter le grand public. Une différence de quelques degrés aujourd'hui ne semble pas être une urgence. On se concentrait sur des actions individuelles, à petite échelle. Nous devons faire entrer la défense de l'environnement dans les consciences. On parlait de solutions toutes simples, comme les ampoules basse consommation. Changer les ampoules, ça semblait positif à l'époque. Mais on voit bien qu'on n'en est plus là aujourd'hui. La situation a pris un tour dramatique. Nous découvrons en permanence des données qui n'ont pas été prises en compte dans les modélisations climatiques utilisées pour prédire l'avenir. Donc, nos projections sont beaucoup trop timorées. Si le climat reste avec les mêmes températures que ces 10 dernières années, le Groenland disparaîtra. Ne tombe pas dans la crevasse. Bon sang! N'approche pas du bord. Regarde, l'eau est déchaînée. Ça va incroyablement vite. La neige fondue file vers la mer. Si ce n'est pas contrebalancé par des chutes de neige, la couche de glace s'amincit et le niveau de l'eau monte. Voilà notre station climatique. Ça, c'est une station climatique? J'imaginais un grand igloo avec des scientifiques faisant des expériences. On dirait un vieux système d'arrosage. C'est relié à quoi? Tout a fondu. Le tuyau descendait 9 mètres sous la surface. Aujourd'hui, ça a fondu. Attends, ce qui est par terre là était sous la glace avant? Oui. Tout ce qui était au-dessus a fondu? Oui. Voilà 5 années de fonte. Alors, la longueur du tuyau, c'est l'épaisseur de la couche de glace qui a fondu dans le bas du Groenland depuis 5 ans. Oui. Ça fait des centaines de kilomètres cubes de glace qui ne sont plus stockés sur la terre ferme, mais qui sont partis dans la mer, là-bas. Miami, la Nouvelle-Orléans, Boston et Long Beach en Californie pourraient être engloutis par la montée des eaux. Le sud de la Floride pourrait très bien se retrouver sous l'eau. Quand on regarde les endroits les plus menacés par la hausse du niveau de la mer, surtout aux États-Unis, la Floride arrive en premier. Une bonne part de votre campagne électorale portait sur l'explication des enjeux. Nous n'avons plus la possibilité ni le temps de débattre de la réalité du changement climatique. Si vous êtes sceptique, venez nous voir et on vous fera comprendre la gravité du problème. On a un phénomène appelé inondation sous le soleil. Imaginez une belle journée ensoleillée et d'un coup, l'eau qui envahit les rues. Le niveau de la mer monte et l'eau refoule des canalisations.
Si la ville est immergée, c'en est fini pour nous. Comment peut-on agir? Que faites-vous en matière de prévention? On a installé des pompes. Regardez. Ça, c'est la pompe. Ouais. On est en train d'en installer partout en ville. Cette rue se retrouvait régulièrement sous l'eau. À marée haute, il fallait un canoë. Aujourd'hui, on a surélevé la chaussée. Et vous voyez la différence avec plus loin. C'est un peu en pente. Donc, le principal investissement, c'est la surélévation de la voirie et les pompes électriques. Oui, c'est un projet de 400 millions de dollars dans toute la ville. Bien sûr, l'argent vient des finances publiques. J'ai dû augmenter les impôts locaux. Comme vous l'imaginez, ce n'est pas très populaire pour un homme politique. Et ces travaux vont faire une grande différence? Oui. Et vous faire gagner beaucoup de temps? Oui, entre 40 et 50 ans. C'est tout? Oui. Les gens me posent toujours la question, Monsieur le maire, et dans 50 ans, que va-t-il se passer? Je leur réponds qu'on doit trouver des solutions. Malheureusement, en Floride, le gouverneur et les autorités locales ne croient pas que c'est un vrai problème. Les officiels de Floride ont interdit l'utilisation du terme changement climatique. Cette politique est entrée en vigueur en 2011 quand Rick Scott est devenu gouverneur. Personne ne veut parler du changement climatique. Et en premier lieu, le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui n'y croit pas et n'a pas du tout envie d'aider notre État. J'espérais qu'il allait militer au Sénat pour débloquer des fonds fédéraux et aider nos villes à survivre. Je ne crois pas que l'activité humaine cause les changements radicaux sur le climat que décrivent certains scientifiques. Pourquoi y a-t-il une telle opposition à ces données scientifiques? C'est de la politique politicienne. Une question de lobbying et d'intérêt industriel. Comme je le dis toujours, l'océan n'est ni républicain ni démocrate. Tout ce qu'il sait faire, c'est monter. Les images satellites depuis 17 ans montrent qu'il n'y a eu aucun réchauffement notable. On nous annonçait 21 degrés aujourd'hui, mais on gèle. On nous parle de réchauffement climatique, mais on en a bien besoin. On a froid. Le consensus sur la responsabilité des humains sur le changement climatique est aussi solide que n'importe quel domaine scientifique, y compris la théorie de la gravité. 97% des climatologues sont d'accord. La planète se réchauffe, le climat change, et c'est à cause de la combustion des énergies fossiles et d'autres activités humaines. Malheureusement, nous devons combattre cette campagne massive de désinformation qui trompe l'opinion publique. Si on regarde les données satellites, on n'a aucun réchauffement significatif depuis 1998. Au contraire, depuis quelques années, on a un refroidissement. Si vous pensez que le réchauffement climatique est notre plus gros problème, vous êtes un abruti total. Parlons de votre formation et des études que vous avez réalisées. Au lycée, j'étais le matheux scientifique typique. J'ai étudié la physique à la fac, et il y a 15 ans, avec mes collègues, j'ai commencé à m'intéresser au changement climatique dans le passé lointain. On a publié une courbe qui montrait une tendance au refroidissement sur le long terme, avec tout d'un coup un réchauffement brutal sans précédent aussi loin qu'on puisse remonter. On l'a appelée crosse de hockey parce qu'elle a la même forme. Dès qu'on a publié notre graphique, ma vie a complètement basculé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été traîné dans la boue par les pages éditoriales du Wall Street Journal et sur Fox News. On m'a traité d'escroc. Des scientifiques allemands ont parlé d'ineptie statistique. Il a été qualifié de charlatan des statistiques. J'ai été attaqué par des représentants au Congrès. Ils ont lancé des spaghettis sur un mur et c'est devenu un graphique. J'ai reçu des menaces de mort. C'est allé loin. Un jour, le FBI a dû venir à mon bureau pour enquêter sur une enveloppe que j'avais reçue avec de la poudre blanche. Ma famille aussi a été menacée. Ces gens savent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir raison lors d'un débat scientifique légitime. Il leur suffit de diviser le public. Et la haine et la peur ont été attisées et financées par quelques acteurs clés
à savoir les lobbies des énergies fossiles et des gens comme les frères Koch, qui financent la chambre d'écho du climato-scepticisme. De nombreux climatologues pensent que les faits scientifiques ne sont pas avérés. Le réchauffement est illusoire, on vit un refroidissement. C'est plus facile de croire à un Dieu bienveillant et au petit Jésus qu'à une théorie sur le réchauffement climatique. Des sites web, des médias et des groupes de réflexion. Ils trouvent des gens avec un CV impressionnant, prêts à vendre leur réputation professionnelle au lobby des énergies fossiles. Le docteur Fred Singer, président du projet de politique scientifique et environnementale. Des sondes météo dans le monde entier ne montrent aucun réchauffement de l'atmosphère depuis 25 ans. On a toutes sortes d'organismes avec des noms ronflants comme les Américains pour la prospérité ou l'Institut Heartland qui sont à la solde d'intérêts industriels. Par exemple, les Américains pour la prospérité est une société écran des frères Koch. C'est un organisme financé par David et Charles Koch. Bonjour Tim. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Qu'allez-vous financer? Un changement de politique. Koch Industries est l'un des plus grands groupes privés d'énergie fossile. Et il fait tout pour protéger leurs bénéfices. Êtes-vous prêt à renoncer à l'industrialisation, à la productivité qu'elle nous a apportée, à toutes les vies sauvées depuis un siècle, juste pour que la température ne monte pas d'0,5% ou d'0,01%? Ils ont fait pression au Congrès. On nous dit que 2014 a été l'année la plus chaude enregistrée. Eh bien, attrapez, Monsieur le Président. James Inhofe est le principal climato-sceptique du Congrès. Le réchauffement climatique est le plus gros canular fait aux Américains. Il préside le comité du Sénat sur l'environnement. Certains sont arrogants au point de penser qu'ils ont le pouvoir de changer le climat. L'homme ne peut pas changer le climat. Ça ne surprendra personne d'apprendre que James Inhofe est l'un des sénateurs qui touche le plus d'argent en provenance de l'industrie des énergies fossiles. Le lobby des énergies fossiles a acheté la Chambre des représentants et le comité du Sénat sur l'environnement. On ne peut pas faire adopter de loi sur le climat par le Congrès parce qu'il est contrôlé par des climato-sceptiques financés par le secteur des énergies fossiles qui bloquent tous les textes tentant de résoudre ce problème. Ils ont quand même réussi à discréditer des scientifiques qui ont consacré leur vie à cette question. Moi, ça me tue. Ouais, ça me donne envie de boire un coup. Forcément, moi, si j'étais scientifique, je passerais mon temps à être furax. Ces gens sont engagés dans une campagne pour nous emmener sur la mauvaise voie au nom des profits à court terme du secteur des énergies fossiles pour qu'on laisse derrière nous une planète abîmée. Ce n'est pas le comble de l'immoralité ? Actuellement, sans le savoir, l'homme change le climat à cause des déchets de sa civilisation. Comme nos usines et nos voitures émettent chaque année plus de 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, notre atmosphère semble se réchauffer. C'est mauvais? On a calculé qu'une hausse de quelques degrés de la température terrestre pourrait faire fondre les calottes polaires. Voilà. On le sait depuis des décennies. Depuis plus d'un demi-siècle. Chaque jour, je vous envoie 1000 fois plus d'électricité que vous utilisez en un an. Quelqu'un a pensé à récupérer l'énergie de notre ami le Soleil? Oh oui, mais pas assez. Envoyez le film. Imaginez où nous en serions si nous avions pris au sérieux les mises en garde d'autrefois. Un panneau capte les rayons du soleil. Mais nos ingénieurs doivent construire des générateurs efficaces sur une surface de plusieurs hectares pour concurrencer le charbon et le pétrole bon marché encore disponibles. Depuis, nous sommes presque 5 milliards de plus sur Terre. Et ce n'est pas fini. Et la Chine a doublé les États-Unis comme premier pollueur de la planète. Le problème est encore plus difficile à résoudre. J'adore le... Maintenant, on est de l'autre côté de la rue. Sur une piste cyclable. Depuis 1980, la Chine connaît une industrialisation et une urbanisation massive. Et elle est en expansion. C'est l'usine du monde. Elle fabrique pour tous les pays occidentaux. Et la majeure partie de cette pollution est rejetée chez nous.
Dans la région de Pékin et la péninsule de Shandong, la consommation de charbon équivaut à celle de tous les États-Unis. Et ce n'est pas une zone très grande. La population est très inquiète, surtout quand elle comprend en quoi cela affecte sa santé, celle de ses enfants et de toute leur famille. Une airpocalypse. Les écoles sont fermées, la toxicité a atteint son maximum. Je dois aller travailler tous les jours. Mais j'ai peur d'attraper un cancer si je respire cet air. Quand l'air est sale, ça me fait mal à la gorge. On porte un masque pour sortir. En Chine, les gens s'inquiètent des changements climatiques en premier lieu, parce que leur vie quotidienne est affectée. Ils veulent faire partie de la solution. Les questions environnementales sont la première cause de manifestation. On veut que les autorités rendent des comptes, que les centrales électriques soient totalement transparentes sur leurs émissions auprès du grand public, pour qu'on puisse les surveiller. Dans ce but, j'ai créé une base de données nationale de la pollution. On voit toutes les grandes usines chinoises, presque 9000. Celles qui sont en rouge ne respectent pas les normes. Chaque heure, elles doivent nous envoyer leur relevé de pollution. Les gens peuvent surveiller tout ça sur leur portable et exiger que les usines polluantes cessent leurs infractions. C'est génial. Vous ne les laissez pas agir dans l'opacité. Les médias nous aident beaucoup. Les médias chinois parlent du changement climatique régulièrement? En permanence. Quand on informe les gens, on leur donne du pouvoir. L'implication de la population a motivé la politique de la croissance verte de la Chine. Le gouvernement se tourne vers l'énergie renouvelable. Il y a un mouvement massif vers le solaire et l'éolien. C'est la prochaine étape? La Chine a certaines des plus grandes entreprises du monde en matière d'éolien et de solaire, même si elle doit gérer des défis majeurs comme son immense population. Elle doit donner la priorité à l'éolien et au solaire par rapport au charbon. Si la Chine peut le faire, je pense que le reste du monde aussi. La Chine reste très dépendante envers les énergies fossiles, mais semble passer aux renouvelables plus vite qu'on ne l'aurait pensé. La question est, les pays moins développés avec une forte croissance démographique peuvent-ils l'imiter? L'Inde est le troisième plus gros pollueur du monde. Et pourtant, le pays subit de graves pénuries d'électricité et des coupures fréquentes. L'Inde répète que ses priorités sont la croissance et la fin de la pauvreté pour sa population. Nous nous préoccupons du changement climatique. Mais la vérité, c'est que dans notre pays, l'accès à l'énergie est aussi important que les problèmes liés au climat. Nous devons faire en sorte que tous les Indiens aient accès à l'énergie. Si j'ai bien compris, 300 millions de gens n'ont pas d'électricité en Inde. C'est ça. L'équivalent de la population des États-Unis. Aujourd'hui, dans les villages indiens, vous verrez des gens qui utilisent de la bouse de vache pour faire des galettes, qu'on appelle upla en hindi, qu'ils font brûler. C'est le seul combustible pour faire la cuisine. Ils vont cuisiner là-dessus. Environ 30% des foyers indiens n'ont pas encore accès à l'électricité.
Pour que toute la population soit raccordée, il faut que notre électricité soit bon marché. L'Inde a d'immenses réserves de charbon. Nous sommes sans doute le 3e ou 4e plus gros réservoir de charbon du monde. Le charbon n'est pas cher. Que ça nous plaise ou non, c'est la vérité. Il faut voir le problème sous cet angle-là. Si cela a généré des problèmes chez vous par le passé, ça en créera chez nous à l'avenir. Nous avons 700 millions de foyers qui cuisinent en utilisant de la biomasse aujourd'hui. 700 millions de foyers. S'ils passent tous au charbon, on aura beaucoup plus de consommation d'énergie fossile et le monde entier sera fichu. On entend des discours très naïfs, du genre « les pauvres doivent passer à l'énergie solaire » ou « pourquoi doivent-ils faire les mêmes erreurs que nous ?» C'est ce que nous répètent les ingénieurs américains. C'est fou quand on y pense. Si c'était si facile, j'aimerais voir les États-Unis se convertir au solaire. Mais vous ne l'avez pas fait. Il faut accorder ses actes à ses paroles. Oui, appliquer à nous-mêmes nos recommandations. Je suis désolée de vous dire ça. Je sais que vous êtes américain. Ne le prenez pas mal. Mais votre consommation d'énergie nuit à la planète. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Je vais vous montrer les statistiques. L'électricité consommée par un Américain chez lui équivaut à 1,5 fois celle d'un Français, à 2,2 fois celle d'un Japonais, 10 fois celle d'un Chinois, 34 fois celle d'un Indien et 61 fois celle d'un Nigérian. Pourquoi? Parce que vous construisez plus grand et plus, et utilisez plus de ressources qu'avant. Il faut que la question du mode de vie et de la consommation soit au centre des négociations climatiques. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et comment ne pas l'être? Vous avez tout à fait raison. Ouais, c'est un argument difficile à faire entendre aux Américains. Nous devons changer notre mode de vie, mais je pense que ça a peu de chances d'arriver. Si nous voulons résoudre la crise climatique, il faut espérer que les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, deviennent de moins en moins chères à mesure qu'on investit dans ces secteurs. Et à terme, on pourra résoudre le problème. Je vous vois hocher de la tête. Oui, à l'indienne, ce qui veut dire non. Ah, d'accord. Qui va investir? Ne nous voilons pas la face. Qui va investir et comment? Nous investissons plus que vous. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine investissent plus dans le solaire que les États-Unis. Quelles leçons les États-Unis peuvent-ils enseigner au reste du monde? Vous êtes un pays accro aux énergies fossiles. Si vous vous en affranchissez, nous pouvons apprendre quelque chose de vous. Ça sera un exemple qui pourra servir à notre gouvernement. On pourra dire, si les États-Unis y arrivent, malgré les pressions qu'ils subissent, nous le pouvons aussi. Mais le plus triste, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Les gens comme moi ont les moyens de supporter les premières conséquences du changement climatique. Mais les pauvres, en Inde, en Afrique ou au Bangladesh, ils subissent de plein fouet les premiers signes de l'évolution du climat. Qu'est-ce que vous aviez planté ici? On avait planté des oignons. Vous voyez là-bas? Les semences sortent de terre en février et mars. Il est tombé la moitié des précipitations annuelles en seulement 5 heures. La moitié d'une année en 5 heures. Et les récoltes ont été détruites. Oui. Ils avaient travaillé d'arrache-pied. Et d'un coup, il y a eu des pluies hors normes. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut que les pays reconnaissent que les changements climatiques sont une réalité et une urgence. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Les États-Unis ont été les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de l'histoire. Et nous avons tous bénéficié des énergies fossiles. Moi comme les autres. Mon empreinte carbone est sans doute bien plus grande que la plupart des gens et parfois, je me demande ce qu'il faut faire, en quoi on peut agir. Plus d'1 milliard d'habitants de la planète vivent sans électricité.
Ils veulent s'éclairer et se chauffer. Ils veulent le mode de vie que les Américains ont depuis un siècle. Pour résoudre ce problème, on a la responsabilité collective de montrer l'exemple et d'aider les pays en voie de développement à faire la transition avant qu'il ne soit trop tard. On assiste à des phénomènes qu'on n'a jamais connus. Le problème n'apparaît pas quand les îles sont sous l'eau. Ça commence bien avant. Et ça a déjà commencé. Actuellement, nous connaissons de graves inondations. La mer envahit les étangs d'eau douce, où les habitants puisent leur eau potable. Avez-vous parlé à des membres de la communauté scientifique qui vous ont donné un calendrier? D'après les scénarios et les projections des scientifiques, nos îles vont se retrouver sous l'eau. La question est, que fait-on? Pour l'instant, sur le plan national, nous relocalisons les gens dans des parties de l'île où l'eau n'est pas encore montée. J'ai aussi entamé des négociations internationales pour notre stratégie à long terme, parce que nous devons accepter la réalité. Nous ne serons peut-être pas en mesure de reloger tout le monde. Nous avons adopté une politique de migration dans la dignité. Nous avons acheté des terrains dans les Fidji pour que nos habitants puissent émigrer s'ils le décident. Ça se fait sur la base du volontariat. J'ai 12 petits-enfants. J'aimerais quitter ce monde avec la certitude qu'ils auront toujours un endroit où vivre. Les îles du Pacifique sont un paradis en péril. Dans tout l'archipel, l'eau monte et envahit les champs et les maisons. C'est incroyable. Quand l'île était-elle encore intacte, avec des maisons? Il y a combien de temps? Il y a 12 ans, des gens vivaient encore ici. Et voilà le résultat, seulement 12 ans plus tard. Ce n'est qu'un petit exemple. Les petites nations insulaires qui contribuent le moins au réchauffement climatique subissent les pires conséquences. Elles vivent le pire scénario à cause du réchauffement. Ce qu'on a fait au reste du monde est criminel. Et ce n'est pas juste la hausse du niveau des mers. On a des écosystèmes côtiers qui étaient autrefois dominés par des poissons incroyablement abondants et on les a ravagés en détruisant 500 millions d'années d'évolution. 1 milliard de gens dépendent des zones de pêche autour des récifs coralliens pour presque tous leurs apports en protéines. 1 milliard. À cet endroit, il y avait un récif corallien en bonne santé. Et qu'est-ce qui manque? Tu vois qu'il n'y a presque aucun poisson. Le récif est en train de mourir? Ce récif est au bout du rouleau. On fait peser une pression énorme sur l'écosystème et c'est une menace sérieuse pour la santé des coraux et leur capacité de croissance. Ça empêche les gens de gagner leur vie. Ils n'ont plus à manger. Et c'est général? Oui. Les récifs tels que nous les connaissons vont pratiquement disparaître.
Les océans jouent un rôle d'amortisseur parce qu'ils absorbent le dioxyde de carbone. Ils prennent en charge environ un tiers du CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'ils ont une influence stabilisatrice sur le climat. Le problème, c'est que l'océan ne peut pas remplir sa mission assez vite à cause du rythme effréné de nos émissions de CO2. La vie ne va pas disparaître de l'océan. Il y aura toujours des formes de vie, mais ce ne sera pas forcément celle qu'on voudrait avoir. On peut se retrouver comme il y a 3 milliards d'années avec juste beaucoup de vases. On détruit des écosystèmes qui nous aident normalement à restabiliser le climat. Comme les océans, les forêts pluviales absorbent le carbone de l'atmosphère. Des décennies à absorber le CO2, à le stocker dans les troncs, les feuilles et la matière organique. Et toutes ces émissions de dioxyde de carbone sont neutralisées, jusqu'à ce qu'on abatte les arbres ou qu'on les brûle. C'est comme une bombe de carbone. Et d'immenses quantités de CO2 se retrouvent dans l'atmosphère. C'est une vraie purée de pois. La visibilité est mauvaise. On n'y voit rien. C'est dingue. Et c'est pas naturel, c'est à cause du feu. Non, ça n'a rien de naturel. C'est la première fois que je vois ça. Bienvenue à Sumatra. Il reste 3 grandes forêts pluviales tropicales dans le monde. L'Amazonie en Amérique du Sud, le bassin du Congo en Afrique et la forêt d'Asie du Sud-Est qui recouvre l'Indonésie. En Indonésie, des feux de forêt sont allumés délibérément pour créer des plantations d'huile de palme. C'est l'huile végétale la moins chère du monde. On en retrouve dans les huiles de cuisson, les aliments transformés, les cosmétiques et les détergents. C'est un produit peu cher qui rapporte beaucoup aux grandes entreprises. Les rangées d'arbres en bas. C'est une plantation d'huile de palme. Il y en a à perte de vue. Que des palmiers. C'est dingue, la surface de forêt qui a été rasée. On est dans le dernier endroit au monde où des éléphants, des rhinocéros, des orang-outans et des tigres vivent encore ensemble en liberté. Qu'est-ce qu'il est beau! L'expansion de l'industrie de l'huile de palme en Indonésie a détruit plus de 80% de nos forêts. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Les entreprises versent des pots de vin aux responsables politiques pour obtenir un permis pour déboiser. Les feux de forêt libèrent d'immenses volumes de carbone. En 2015, les forêts qui ont brûlé en Indonésie ont émis plus de carbone chaque jour que toute l'économie américaine. Et ça continue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le gagne-pain des habitants, c'est aussi la survie des espèces de la forêt. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi ces forêts ressemblaient quand elles étaient peuplées de milliers de rhinocéros, d'éléphants et d'orang-outans. Ces animaux sont les victimes de la disparition de la forêt à cause de l'industrie de l'huile de palme. Ce sont des réfugiés venus de forêts qui n'existent plus. Oh, t'as de la poigne, toi, dis donc. T'es costaud, hein? Je vais te donner des fruits, n'aie pas peur. Carottes ou fruits? Direct le fruit, hein. C'est ce que vous préférez, ça. Tiens. T'aimes les carottes? Non, pas vraiment. Bon sang. Ils sont super.
Quand j'entends les gens dire « Oh, les pauvres », je leur rappelle que ceux-là ont eu de la chance. Qu'est-il arrivé aux autres? Ils sont tous morts. Et si les arbres sont abattus pour être remplacés par des plantations d'huile de palme, c'est parce que les consommateurs achètent les produits. Ils doivent réaliser que leur comportement au supermarché et leurs décisions dans leur vie quotidienne ont un impact sur des endroits comme l'écosystème Lozère. Si l'huile de palme est presque dans tout ce qu'on achète, comment peut-on l'éviter? Si ces produits ont des conséquences aussi désastreuses, pourquoi les gouvernements ne prennent-ils pas des mesures pour interdire à ces entreprises de détruire la planète pour faire des profits? Si vous voulez agir concrètement, sans avoir à vous adresser aux autorités, au gouvernement par exemple, la solution la plus simple, c'est de changer votre régime alimentaire. Vous pouvez commencer ce soir. Vous êtes un scientifique qui étudie les effets de l'agriculture sur le climat, mais vous avez grandi dans un élevage de bovins que vous emmeniez à l'abattoir, c'est ça? Je suis scientifique, c'est le principal. De toutes les causes de la déforestation tropicale, la première est la viande de bœuf. L'élevage bovin est l'utilisation de ressources la plus inefficace de la planète. Aux États-Unis, 47% de la superficie est consacrée à la production alimentaire. Et sur ces 47%, la part du lion revient à la culture des aliments pour le bétail. Ce que nous mangeons, nous, à savoir les fruits, les légumes et les oléagineux, ce n'est qu'1%. Et surtout, les bovins produisent du méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Ça vient de leur digestion. Ils se gavent le plus possible, et puis ruminent. Leur renvoi rejette du méthane dans l'atmosphère. Il y a beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, mais le méthane est plus nocif. Une seule molécule de méthane a autant d'impact que 23 de CO2. Et presque tout le méthane de l'atmosphère est dû au bétail. Par rapport aux émissions des autres sources, quel pourcentage représente la consommation de bœuf? Environ 10-12% des émissions américaines sont dues au bœuf. C'est stupéfiant. Mais ce n'est pas facile d'envisager une modification de l'alimentation, même mineure, comme remplacer le bœuf par une autre viande comme le poulet. Comparé à un élevage bovin, le poulet exige 20% de la superficie et représente 10% des gaz à effet de serre. Par rapport au riz, aux pommes de terre ou au blé, le bœuf occupe 50 fois plus de terrain. Donc, réduire sa consommation de bœuf de moitié ou même d'un quart pourrait faire une grande différence. Oui, une grande différence. Vous pensez que c'est possible, étant donné l'importance de la viande rouge dans notre culture? Peut-être que tout le monde n'est pas prêt à manger du tofu tous les jours. Je le comprends. Mais même si vous aimez le goût de la viande, si vous passez au poulet, vous pouvez réduire vos émissions de 80% selon l'endroit où vous vivez. Alors soyons honnêtes, c'est quand même assez facile de modifier légèrement son régime alimentaire. Two steps there. There. Okay, ready. Feel faster. Pendant le tournage de The Revenant, qui parle de la lutte d'un homme contre les éléments, on était en décor naturel, dans les régions enneigées du Canada. L'ironie, c'est qu'on a eu des températures records et que tout a fondu. Pour terminer le film, on a dû aller chercher de la neige à l'autre bout du continent. On a dû déplacer 200 personnes au milieu de l'été pour rejoindre l'hiver austral à Ushuaia,
à 15 000 km de l'endroit où on était censé tourner il y a 3 mois pour trouver de la neige, parce qu'elle avait fondu. L'hiver a été très chaud. On est descendu à la pointe du continent américain, près du pôle sud, pour le tournage parce que c'est là qu'il reste encore de la neige. J'en ai parlé à mon fils. Je lui ai dit, c'est étrange et très triste de penser que pour les enfants comme toi, voir de la neige sera une aventure hors du commun. Peu de gens pourront en voir à l'avenir. J'ai l'impression d'être dans un film surréaliste. Je regarde autour de moi et je me dis que quand j'aurai des enfants, tout ce qui fait notre monde, notre planète, sa biodiversité et sa beauté aura disparu. Que demain, tout sera différent. Toutes les lumières que vous voyez là devront changer. Tout devra venir d'une autre source d'énergie. Nous devons construire les bâtiments autrement. Les voitures sur les routes devront être différentes. Et ce n'est qu'une seule ville. Si vous regardez la planète du ciel, la nuit, vous voyez que le monde entier est électrifié. On se bat contre les puissants lobbies des énergies fossiles qui veulent continuer à engranger des bénéfices. Comment inverser la tendance ? L'industrie des énergies fossiles est la première du monde. Elle a plus d'argent et d'influence que tous les autres secteurs. Donc plus l'opinion publique sera mobilisée, mieux ce sera. Mais c'est un fait scientifique. Nous allons irrémédiablement vers des problèmes. Donc plus vite on agira, plus ils seront limités. Non, un chien, c'est un bon robot. Quelle est votre vision? L'ambition de la Gigafactory est de réduire le coût des batteries pour les rendre abordables. Les batteries sont essentielles pour l'avenir de l'énergie renouvelable. Le soleil ne brille pas en permanence, donc il faut stocker l'énergie dans une batterie. En quoi ça va aider les pays en voie de développement, dont les très nombreux habitants ont besoin d'électricité? L'avantage du solaire et des batteries, c'est qu'on peut éviter de construire des centrales électriques. On peut être dans un village isolé et avoir des panneaux solaires qui chargent un réseau de batteries. Ainsi, on alimente les villageois en électricité sans avoir besoin de faire courir des milliers de kilomètres de câbles à haute tension. C'est comme ce qui s'est passé avec le téléphone filaire et le portable. De nombreux pays en voie de développement n'ont jamais eu de réseau fixe. Ils sont passés directement au mobile. On a fait le calcul. Que faudrait-il pour que la planète entière fasse la transition vers l'énergie renouvelable? De quel type de débit a-t-on besoin? Il faut 100 gigafactories. 100 comme celle-ci? Oui, 100. Pour les États-Unis? Non, le monde entier. Le monde entier? Oui, toute l'énergie. C'est tout? Oui. Ça a l'air... Faisable. Bah ouais, ça a l'air faisable. Oui. La superficie de la Gigafactory, une fois terminée, sera supérieure à celle de n'importe quel bâtiment du monde. Avec tous ces étages, elle pourra aller jusqu'à 1,4 million de mètres carrés. Tesla ne peut pas bâtir 100 Gigafactory. Pour que ça marche, il faut que des entreprises plus grosses que nous suivent nos traces. Si les grandes industries de Chine, des États-Unis et d'Europe et les constructeurs automobiles peuvent nous imiter, on pourra accélérer la transition vers l'énergie renouvelable. Si le gouvernement définit des normes favorisant l'énergie renouvelable, on peut y arriver très rapidement. Mais ce qui est fondamental, c'est une taxation du carbone. Sinon, on ne fera pas la transition nécessaire à temps, c'est ça? Oui, la seule solution, c'est une taxe carbone. Expliquez-moi le principe de la taxe carbone qui, selon vous, est la solution idéale. La taxe carbone consiste simplement à taxer toutes les activités qui rejettent du carbone dans l'atmosphère.
Quand on impose une taxe, ça fait augmenter le prix d'un produit et les consommateurs s'en détournent. C'est un principe de base en économie. Vous donnez des cours d'économie à Harvard et vous êtes l'auteur du livre de référence sur l'économie contemporaine, c'est ça? J'enseigne cette matière depuis des années, alors autant rédiger le manuel qui va avec. Petit rappel, vous avez travaillé avec des grands noms du Parti républicain, comme John McCain, Mitt Romney et aussi George Bush quand il est devenu président. J'ai dirigé le groupe de ses conseillers économiques. Pourquoi la taxe carbone n'est-elle pas votée? Les politiques ne suivent pas toujours nos recommandations. L'idée de base, c'est de taxer les activités nocives qui ont des effets secondaires négatifs sur la population. Si on augmente le prix des cigarettes en imposant une taxe sur le tabac, les gens fument moins. Le changement climatique entraîne toutes sortes d'effets secondaires négatifs et de coûts. Une taxe carbone oblige les gens à prendre en compte ses conséquences financières. C'est très difficile de faire appel à la responsabilité sociale des gens, parce qu'ils ont des vies compliquées et beaucoup de choses à gérer. Ils ne veulent pas réfléchir au changement climatique à chaque fois qu'ils prennent une décision. C'est impossible. À chaque fois qu'on démarre sa voiture, doit-on se dire « Quel est mon impact sur le climat ?» La taxe carbone est une incitation à aller dans la bonne direction. Attendez une minute. Vous êtes un républicain qui veut plus d'impôts. Il est important de se rappeler que si on impose une taxe carbone, on peut compenser en abaissant d'autres impôts. Par exemple, les cotisations sociales. Donc c'est un rééquilibrage plutôt qu'une hausse de la pression fiscale. Est-ce que c'est possible de faire voter une taxe carbone étant donné la situation politique? La moitié des élus ne croient même pas au changement climatique. Pendant sa campagne, le président Obama n'a pas voulu prononcer le terme taxe carbone parce que les sondages étaient contre. Si on veut que le président change d'avis sur la question, il faut convaincre l'opinion publique. Prenez le mariage gay. Le candidat Obama était contre. Je ne soutiens pas le mariage gay. Quand a-t-il changé d'avis? Quand les sondages se sont inversés. Les couples de même sexe doivent pouvoir se marier. Les représentants politiques sont des élus et ils suivent leurs électeurs. Ils font ce que le peuple veut qu'ils fassent. Nous devons convaincre les Américains. Une fois qu'ils seront en faveur de la taxe, les politiques s'aligneront. Le président Obama et les représentants de près de 200 pays tentent de trouver un accord pour maîtriser le réchauffement climatique. En décembre 2015, le monde entier se trouvera à Paris pour la conférence des Nations Unies sur le climat. Et nous verrons si nous pouvons trouver la volonté politique collective pour parvenir à un accord global. C'est une année essentielle. Léo, comment ça va? Merci de m'en recevoir, c'est un honneur. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est pris dans les bras et la photo a fait grand bruit. Ça a failli déraper. Ah oui, je m'en souviens maintenant, oui, j'avais oublié. Content de vous voir, monsieur le secrétaire d'État. On a connu des décennies d'échecs de négociations. En quoi celles-ci seront-elles différentes? Je me souviens des images du président George Bush Senior disant « On vient d'apprendre l'existence du réchauffement global ». Nous sommes arrivés à Rio, fiers des mesures déjà prises et motivés pour renforcer le leadership des États-Unis en faveur de l'environnement. Les sommets sur le climat se sont succédés et ça n'a pas donné grand-chose. Je vais vous expliquer en quoi celui-ci est différent. En 2014, le président Obama est allé à Pékin pour annoncer, avec le président chinois, leur intention de réduire les émissions avant la COP 21. Quand les deux plus grandes économies du monde et les deux plus gros pollueurs prennent ce genre d'engagement, ça crée un élan qui n'existait pas auparavant. Beaucoup de choses se concrétisent en ce moment. Malheureusement, l'impact négatif du changement climatique est aussi en train de devenir réalité. En ce moment, on assiste à des migrations de masse à cause du climat. L'accès à l'eau déclenche des conflits qui peuvent dégénérer en guerre. Toutes les idéologies extrémistes peuvent séduire ceux qui n'ont nulle part où vivre et aucune ressource. Ça rend les gens vulnérables. Si vous ne me croyez pas, regardez ce qui se passe en ce moment. La plus grande peur, c'est est-ce qu'on va laisser la planète en meilleur état qu'au moment où on est arrivé? Ce n'est pas ce que nous faisons.
Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont on peut assurer un avenir prospère à l'humanité dans une situation où on a atteint la limite de ce que la planète peut supporter. J'ai le privilège de présider la Ligue de la Terre, un réseau de grands scientifiques spécialisés dans le système terrestre qui tente de réunir toutes les connaissances disponibles pour comprendre notre avenir sur la planète. Nous nous acheminons vers une hausse moyenne de 4 degrés au cours du siècle. Et la planète n'a pas connu un climat avec 4 degrés supplémentaires depuis 4 millions d'années. Donc on ne sait pas ce que ça peut donner. Dites-moi juste, à quoi va ressembler le monde si aujourd'hui on n'entreprend rien? Pour commencer, depuis 12 000 ans, les températures ont été miraculeusement stables. Les moyennes n'ont varié que de plus ou moins 1 degré au cours de cette période. Une planète parfaite avec une atmosphère parfaite. Exactement. Maintenant, suivons la hausse des températures. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous approchons d'1 degré. Nous sommes déjà à 0,85 degrés et l'impact est plus rapide que prévu. Une tempête tellement gigantesque qu'elle impactera 60 millions d'Américains. Une sécheresse historique. Les récifs coralliens mourront avant le cap des 2 degrés. Les prévisions parlent d'1,5 degré à 2 degrés. Oui, c'est la tendance. Ça va probablement arriver. Oui, sans aucun doute. À 3 ou 4 degrés, on aura des vagues de chaleur qui rendront de nombreuses régions du monde inhabitables. Il n'y aura plus d'agriculture possible au niveau de l'équateur. On ne sera plus en mesure de nourrir l'humanité. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est que nous risquons d'arriver à un stade où la planète s'emballera et commencera à accélérer le réchauffement. C'est ce qu'on appelle le point de bascule. Le meilleur exemple est le Groenland. Pour la première fois, toute sa surface a fondu et donc, au lieu d'être un territoire blanc, c'est devenu une surface sombre. Et au lieu d'avoir un rôle de refroidissement, il est devenu auto-chauffant. Parce que la glace ne réfléchit plus la chaleur. Parce que la couleur a changé. La couleur de la glace. Oui. D'un coup, le système s'emballe. Le méthane piégé sous le permafrost gelé est libéré à cause de la fonte. Ce qui réchauffe la planète encore plus, ce qui libère encore du méthane. Exact. C'est si on ne fait rien. Si on continue comme avant. Au sommet de Paris sur le climat, qui aura lieu en décembre 2015, si les hommes politiques du monde entier trouvent un accord, ça peut entrouvrir la fenêtre sur une transition vers une planète stable. Lors du dernier sommet sur le climat, on ne pouvait pas promettre d'aller plus loin en matière de solutions énergétiques propres et high-tech. À Paris, on le pourra. On sait que ça marche. Si vous vous réveillez en Allemagne, vous avez des chances pour que 30% de votre électricité vienne du solaire et de l'éolien. Et il ne s'agit pas de quelques cas isolés. Plus de 2 millions d'habitants sont reliés à ce réseau. Certains jours, le Danemark produit 100% de ses besoins en électricité avec l'éolien. Et c'est totalement renouvelable. Il faut se rappeler qu'après avoir investi dans l'éolien et le solaire, on a une énergie gratuite à perpétuité. Chez moi, en Suède, la population a fait pression avec des groupes de jeunes ou des associations citoyennes, au point que le Premier ministre a annoncé il y a 3 semaines que la Suède serait le premier pays du monde à s'affranchir des énergies fossiles. Bravo! J'ai été surpris de voir que l'impulsion est venue de la population. Nous nous acheminons vers un avenir durable. Mais la question est, allons-nous trop lentement ? Mesdames et messieurs, vous êtes ici pour écrire le scénario d'un autre avenir. Le sort de notre planète est entre vos mains. Bonjour à tous. Je suis une habitante d'une petite île avec de grands rêves pour sa terre natale, Majuro.
dans l'archipel des Marshall. Quand j'avais 6 ou 7 ans, mon grand-père m'a parlé de la glace du pôle Nord et du pôle Sud qui allait fondre. Et à cause de ça, l'eau allait monter et recouvrir nos îles. Cet accord est pour ceux d'entre nous dont l'identité, la culture, les ancêtres et la survie sont liés à ces îles. Cet accord préparera le monde à l'impact des changements climatiques qui se manifestent déjà et de ceux qui nous attendent inévitablement. Près d'un quart de siècle de discours sur les changements climatiques nous ont conduits à ce moment clé de la COP21 à Paris, en décembre 2015. 195 pays se sont engagés à faire tout ce qui était en leur pouvoir. Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet accord est un immense pas en avant. Mais va-t-il assez loin ? L'accord de Paris prévoit de garder le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés, avec pour objectif 1,5 degré. Aucune mention n'est faite de la taxe carbone ou de pénalité. Rien pour faire exécuter les recommandations. Nous devons croire à la bonne volonté des pays qui ont promis d'agir. Mais est-ce vraiment crédible ? C'est un accord irréaliste que le Congrès va rejeter. Nous devons réduire nos émissions de CO2 de 26 à 28%. Aucun risque que ça arrive. Je préside le comité qui donne ses ordres à l'Agence de protection de l'environnement. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Très bien. Venez. L'accord de Paris est historique. Non seulement parce qu'il nous oriente dans la bonne direction, mais aussi parce que pour la première fois, les pays se sont engagés à prendre des mesures concrètes et à atteindre des objectifs vérifiables. Ça crée une architecture qui nous permet d'attaquer enfin ce problème frontalement. Donc vous êtes content du résultat? Je suis content qu'on ait mis l'architecture en place. Les objectifs définis à Paris sont encore loin des recommandations des scientifiques pour résoudre le problème. Il faut consacrer les 20 prochaines années à la mise en place des technologies existantes pour réduire les émissions de carbone et ensuite revoir nos ambitions à la hausse à mesure qu'on aura de nouvelles technologies. Ainsi, on pourra avoir chaque année des objectifs plus ambitieux. On n'inversera pas totalement le réchauffement climatique qui est maintenant inévitable, mais on pourra l'arrêter avant qu'il ne devienne catastrophique. Ce n'est pas un secret que vous faites face à une opposition acharnée pour l'application de vos initiatives contre le changement climatique. Effectivement, il y a du monde en face. Si le prochain président ne croit pas à la réalité des changements climatiques, aura-t-il le pouvoir de démanteler tout ce pour quoi vous aurez travaillé? Même si quelqu'un faisait campagne en niant le problème, la réalité a le chic pour vous rappeler à l'ordre quand vous n'êtes pas attentif. Et l'opinion publique commence à réaliser que c'est une réalité, parce que c'est indéniable. J'admire votre optimisme. Oui. On regarde l'effet scientifique. On voit ce qui se passe en Antarctique, où les experts parlent de sections de glace qui, en fondant, feraient monter le niveau de l'océan de 4 à 6 mètres, ce qui serait catastrophique pour l'avenir. Vous êtes le chef du monde libre. Vous avez accès à des informations que nous n'avons pas. Qu'est-ce qui vous fait peur pour demain? Une grande partie de la population mondiale vit près des océans. Si tous ces gens doivent migrer, on aura une raréfaction des ressources. Les populations se battront pour les exploiter. C'est ce qui a poussé le Pentagone à déclarer que c'était un problème de sécurité nationale, pas juste un problème environnemental. La sécurité nationale est en jeu. Il y a bien sûr ma tristesse si mes enfants ne peuvent jamais admirer un glacier comme j'en ai vu quand je suis allé en Alaska. Ça, c'est le côté romantique. J'ai envie de pouvoir me promener avec mes filles ou avec mes petits-enfants un jour et de voir les mêmes paysages que dans mon enfance.
Mais même si on ne voit pas ça sous un angle sentimental, mais plutôt de manière froide et rationnelle, on s'inquiète des implications pour notre sécurité et pour la préservation de l'ordre mondial. On devra apprendre à survivre avec les pressions que les scientifiques nous prédisent si nous ne faisons rien. C'est pour cela qu'il faut agir dès maintenant. Si on continue à exiger des mesures, à militer et surtout à informer le grand public, on pourra résoudre le problème à temps. Merci de m'avoir reçu, Monsieur le Président. Pas de quoi. Merci de ce que vous faites. J'ai réalisé que la communauté scientifique n'avait pas fait du bon travail, pour être honnête, pour alerter le grand public sur cette menace. Quand on va dans l'espace, on voit de ses propres yeux à quel point l'atmosphère terrestre est fine. C'est comme une peau d'oignon autour de la Terre. C'est l'oxygène qu'on respire, c'est le CO2. Tout ce qu'on brûle finit là. Et c'est une enveloppe étonnamment fragile. Je savais intellectuellement comment fonctionnait le système terrestre, parce que c'est mon métier depuis 20 ans. J'observe l'atmosphère, les éléments et l'interaction de tous les éléments du système. Je comprenais sur le plan intellectuel. Mais c'est comme une fourmi essayant de visualiser un éléphant en crapahutant sur son dos. Quand on est en orbite, on voit dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres et croyez-moi, c'est une révélation. La nuit, on a toutes ces villes et ces millions de gens qui s'activent. On voit le jour éclairer progressivement toute la surface du globe et la nature à l'œuvre, avec les ouragans comme d'immenses tourbillons au-dessus des océans. J'ai vu l'Amazone couler entre mes pieds pendant 5 minutes au milieu d'un immense tapis vert de chaque côté. C'était magnifique, jusqu'à la mer. Et le soleil s'est levé sur l'Amazonie, toute la forêt s'est réveillée et a fait ce qu'elle fait depuis toujours, inspirer et expirer notre air. En revenant, j'aimais encore plus notre planète. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi quand je vivais juste en surface. Et j'aime aussi plus ses habitants. C'est comme être privé de sa famille et puis la retrouver. Je souhaite que la planète aille bien. Juste avant Noël, j'ai appris que j'avais un cancer du pancréas au stade 4, ce qui veut dire qu'il s'est propagé à d'autres organes. Donc, je n'en ai sans doute plus pour très longtemps. Les chances de survie sont très minces. C'est ce qui m'a motivé pour réfléchir à ce qu'il faut faire et en quoi je peux aider dans le temps qui me reste. Voilà une modélisation de la Terre, faite à partir des informations d'une vingtaine de satellites qui observent la planète au quotidien. Il y en a un qui suit les nuages, un autre la température de la mer en surface et un qui mesure le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Toutes les informations arrivent et cet outil nous donne une simulation climatique. Voilà un exemple de ce que nous pouvons visualiser. La température en surface de l'océan mesurée depuis l'espace. Là, on voit le monde entier. Et là, les pôles en train de fondre. Impressionnant. Comme ça, on voit vraiment ce qui se passe. Là, c'est le Gulf Stream, un courant qui circule dans l'océan. C'est une œuvre d'art. C'est vrai. L'impact le plus fort est là. Le Gulf Stream. Oui. Vous voyez ce courant bleu? Il emporte la glace fondue du Groenland. Il n'y aurait plus cet effet de tapis roulant. Le Gulf Stream ralentirait et ne transporterait plus la chaleur de là à là. Et l'Europe aurait froid. Parce qu'il y a beaucoup de transferts de chaleur des tropiques à l'Atlantique Nord, ce qui réchauffe l'Europe. L'Europe serait plus froide. Oui. Parce qu'on pense toujours que le changement climatique, c'est un réchauffement global. Oui. Voilà le satellite le plus développé pour suivre les précipitations. Il joue un rôle important parce que le plus fort impact des changements climatiques, c'est le déplacement des zones de précipitation. Elles s'éloignent de l'équateur et on voit déjà les signes d'un système de sécheresse. Ça crée encore plus de sécheresse dans des endroits déjà très chauds. Oui.
Il y a eu de nombreux rapports rédigés par le département d'État et d'autres instances officielles, selon lesquels les longues sécheresses alimentent les conflits en Syrie, au Darfour ou au Soudan, des endroits qui manquent d'eau et de nourriture. La zone qui se réchauffe et se désertifie s'étend à tout le globe ou c'est limité à cette région précise? Non, ça devrait concerner le monde entier. Par exemple, certaines régions de l'Inde, ou les États-Unis, l'Oklahoma par exemple. Ce qu'on appelle le Dust Bowl devrait devenir beaucoup plus sec dans les prochaines décennies. Oh mon Dieu. Et chez moi, en Californie? Ça s'annonce mal, désolé. La modélisation prévoit des sécheresses persistantes dans le Dust Bowl, et ici, dans 50 ans. Actuellement, on connaît la pire sécheresse depuis 9 siècles. Ça arrive un peu plus tôt que prévu. Ça pourrait s'installer en quelques décennies. Que des mauvaises nouvelles. Effectivement, mais beaucoup de gens n'ont pas une vision claire de la situation. Pourtant, les faits sont limpides. La glace fond, la terre se réchauffe et la mer monte. Ce sont les faits. Au lieu de penser « on est foutu », on doit se dire « très bien, voilà le problème. Soyons pragmatiques. Trouvons une solution. » Et des solutions, il y en a. Si aujourd'hui, on arrêtait de brûler des énergies fossiles, la planète continuerait à se réchauffer un certain temps avant de se refroidir. Donc, si on fait ce qu'il faut, on va d'abord se réchauffer, mais ensuite... Oui, à terme, ça s'inversera et on se refroidira. Et ensuite, la calotte glaciaire de l'Arctique se reformerait. Une fois le refroidissement enclenché, oui. Donc on peut encore corriger la trajectoire sur laquelle on est engagé. Tout à fait. Intéressant. Tout n'est pas perdu. Vous avez une attitude incroyablement positive sur la situation. C'est super. C'est vrai. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. J'ai foi en l'humanité. Je crois dans les gens. Une fois qu'ils sortiront du brouillard de confusion qui entoure la question, ou des incertitudes initiales, ils comprendront de manière réaliste la menace et seront informés des meilleures solutions pour la combattre. Ils passeront à l'action. Et ce qui semble presque impossible à gérer deviendra possible. Je repense souvent à ce tableau qui était au-dessus de mon lit. L'histoire du Jardin des Délices commence au verso du triptyque. Jérôme Bosch a peint la Terre vue de l'espace au 3e jour de la création. Comme s'il avait voulu montrer la fragilité de la planète en la décrivant avec son atmosphère sous un dôme de verre. C'est notre maison. Elle tombe en ruine. Et tout le monde en pâtit. Le pape François a publié une encyclique sur l'environnement. Ce document est un appel à prendre des mesures immédiates contre le réchauffement climatique et à rendre justice aux pauvres. Notre maison commune est en piteux état. J'espère que nous réaliserons qu'il y a toujours une porte de sortie, que nous pouvons encore prendre un autre chemin, que nous pouvons agir pour résoudre nos problèmes. Pourtant, les signes sont là. Nous arrivons à un seuil critique. Le pape a envoyé un message direct. C'est un moment important. C'est l'un des plus grands chefs spirituels de la planète. Il enjoint la communauté mondiale à accepter les faits scientifiques sur les changements climatiques. Jamais un pape ne s'est engagé autant. Soyez bénis. Merci, Votre Sainteté, de m'accorder cette audience privée. Ma rencontre avec le pape a été une expérience très forte. Voici un livre sur Jérôme Bosch. Ce tableau était au-dessus de mon lit quand j'étais petit. Merci.
On sentait un sentiment d'urgence dans sa voix. Il a dit que la COP21 à Paris était, à ses yeux, un pas dans la bonne direction, mais encore insuffisant. Il pense que nous devons continuer à faire un maximum de bruit autour de ce problème et que nous devons agir sans attendre. Mais avant tout, il dit qu'il faut prier pour l'humanité. Après tout ce que j'ai vu, il apparaît évident que nous ne vivons plus dans le premier panneau, avec son paradis immaculé, mais dans le deuxième, celui que Bosch appelle l'humanité avant le déluge. Ce qui me hante le plus, c'est le troisième panneau. Avec son ciel noir et son paysage calciné, cette planète que nous avons laissée tomber en ruine. La question est, pouvons-nous infléchir notre trajectoire à temps? Si on était dans un film, on pourrait écrire le scénario pour trouver le moyen de se sortir de là. Mais la vraie vie, ce n'est pas comme le cinéma. Et on ne peut pas faire semblant de connaître la fin. La seule chose en notre pouvoir, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comment on va vivre nos vies. Ce qu'on va consommer. Comment on va s'impliquer. Et comment on va utiliser nos bulletins de vote pour dire à nos dirigeants que nous connaissons la vérité sur les changements climatiques. Le dernier orateur de cette cérémonie de signature est un acteur oscarisé et un messager des Nations Unies pour la paix, Monsieur Leonardo DiCaprio. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, de m'accorder l'honneur de parler devant cette Assemblée. Et merci aux leaders sur les questions climatiques, réunis ici et prêts à agir. En tant que messager pour la paix, j'ai parcouru le monde ces 2 dernières années. J'ai vu des métropoles comme Pékin asphyxiées par la pollution industrielle, des forêts boréales au Canada totalement déboisées, des forêts pluviales en Indonésie incinérées. En Inde, j'ai rencontré des fermiers dont les récoltes avaient été emportées par les flots. Aux États-Unis, j'ai vu la mer envahir les rues de Miami. Au Groenland et en Arctique, j'ai été stupéfait d'apprendre que de très vieux glaciers disparaissaient beaucoup plus vite que les prévisions scientifiques. Tout ce que j'ai vu et appris pendant cette expérience m'a terrifié. Maintenant, pensez à notre honte à tous, quand nos enfants et nos petits-enfants réaliseront que nous avions les moyens de stopper ces ravages, mais qu'il nous a manqué la volonté politique d'agir. Oui, nous avons signé un accord à Paris. Plus de pays se sont engagés dans cette voie que pour n'importe quelle cause dans l'histoire de l'humanité, et c'est une source d'espoir. Malheureusement, les preuves montrent que ça ne suffira pas. Un changement majeur est nécessaire aujourd'hui pour faire naître une nouvelle conscience collective, une nouvelle évolution de l'espèce humaine, motivée et déclenchée par un message d'urgence délivré par chacun d'entre vous. Nous pouvons nous autocongratuler aujourd'hui, mais ça n'aura aucun sens si vous retournez dans vos pays et ne parvenez pas à aller plus loin que les promesses de cet accord historique. Après 21 ans de débats et de conférences, il est temps de dire arrêtons les discussions, arrêtons les excuses, arrêtons les études sur 10 ans et empêchons les multinationales des énergies fossiles de manipuler et de dévoyer les faits scientifiques et les mesures politiques qui affectent notre avenir. Le monde vous regarde. Vous serez soit applaudis par les générations futures, soit vilipendés. Vous êtes le dernier espoir de la Terre. Nous vous demandons de la protéger. Sinon, nous et toutes les formes de vie que nous aimons appartiendront au passé. We wait, we pray
for the rain, for the rain, for rain to wash away. We try, deny, to believe, we can't believe in anything. I don't wanna say goodbye. Stars falling from the sky. We will all be judged by what we leave behind. I don't wanna say goodbye. Hey, too late to look you in the eye, in your eye, in your eye, realize. We find in time we're the same.
And now, an exclusive sneak peek at the first episode of Mars. Retro rockets are about to fire in. 1, 2, 3, breathe. 1, 2, 3, breathe. We dream. It's who we are. Down to our bones, our cells. That instinct to build, that drive to seek beyond what we know. It's in our DNA. We crossed the oceans. We conquered the skies. And when there were no more frontiers on Earth, we launched ourselves among the stars. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. The heavens beckoned a new generation of innovators and explorers, seeking to take humankind even further. We can push out into the solar system. Not just to visit, but to stay. That was when Mars became real for all of us. For those of us who were around to see the first days, it was electrifying. The world's leading space agencies united as the International Mars Science Foundation and joined with private industry to accomplish one shared goal: to build a home for humankind on Mars. People weren't just talking about the Red Planet. They were making plans to go there. And after years of training in the astronaut corps, I was chosen to command the first human mission to Mars. It's like a brand new Cadillac. That shine isn't gonna last. Over the next 7 months, your bodies are gonna be exposed to nearly 200 times the dose of a normal year's worth of radiation exposure on Earth. Calcium will leach from your bones, which will lose nearly 10% of their mass before you even get to Mars. There is no test that can tell you whether or not the notion of being 60 million kilometers away from the planet on which you were born could shatter your mind in so many pieces. Some of us, if not all of us, will almost certainly die on this mission. Might be in takeoff, might be in landing, might be in the New World itself. Now, you all are the bravest group of women and men I have ever met. I'm damn proud to be here with you. But right now, I want you to stop and ask yourself, what really is important to you about this mission? And if the answer to that question is not the most important thing in your life, then I'm going to invite you to walk out that door and go pursue whatever that thing is. And don't ever look back, because no one will ever have the right to hold it against you. Daedalus, you are go for a launch in T-minus 17 seconds and counting. Mission Analytics Executor, you have primary control of all the critical functions. May, the ship is yours. I am in control. Mars, votre série événement, le 20 novembre sur National Geographic Channel.